Bonjour Aude Valérie, je suis ravie de te retrouver après notre première session d'interview pour te rendre ce cadeau que tu m'as fait la dernière fois et pouvoir t'interviewer et que des personnes puissent te découvrir. Pareillement, Mathilde, plaisir Comment partagé. vas-tu ce matin? Eh ben, très bien, voilà, on commence à rentrer dans la saison un peu automnale, voire hivernale, hein. On nous promet là des températures plus basses cette semaine. Donc, mais voilà, l'énergie est là quand même. Ok, super. Eh ben, moi, j'ai envie de commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet parce que ce qui m'a vraiment interpellée dans ce que j'ai pu voir dans tes contenus, c'est comment tu te nommes en tant qu'alchimiste des talents atypiques. Et je trouve ça joli et poétique, mais j'aimerais bien, voilà, je me dis ça peut peut-être un peu paraître opaque pour certaines personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle transformation tu opères finalement? L'alchimie, c'est transformer le plomb en or. Alors toi, tu fais quoi? Eh ben, tout à fait. Donc déjà, alors j'ai beaucoup évolué hein, dans cette étiquette, cette fameuse étiquette qui est pas du tout simple à trouver pour parler de nous. Et pour moi, le but, c'est pas de nous enfermer. Donc peut-être que j'évoluerai encore, hein, je me donne ce droit-là. Alors déjà, je suis chimiste de formation. Donc il y avait Ok. ce petit clin d'œil quand même à mon parcours scientifique. Et puis effectivement, comme tu l'as évoqué, oui, l'alchimie, en fait, bah, c'est l'art ancien de la transformation. Donc aujourd'hui, je dirais, bah, dans ma pratique, en fait, j'accompagne donc les hypersensibles, les hauts potentiels, les multipotentiels, souvent des êtres finalement qui se perçoivent comme trop lucides, trop intenses, trop émotifs. À en fait transformer ce trop en puissance alignée. Donc concrètement, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, pour moi, c'est transmuter le plomb de nos émotions résiduelles, de nos mémoires qui sont devenues souvent trop lourdes sur ce qu'on a vécu, en or de la conscience. Donc, le but, c'est pas de réparer les gens, c'est juste de révéler souvent ce qu'ils ont tenté en fait de cacher pour survivre. Donc, ce que les autres appellent trop, finalement, moi, je l'appelle l'intensité vivante en nous, parce que derrière chaque hypersensibilité, bah, il y a un potentiel en fait immense, c'est une capacité à ressentir, à percevoir, à créer. Mais quand cette capacité, bah, elle n'est pas forcément apprivoisée, elle peut épuiser et elle peut enfermer. Donc là, le rôle que je me donne dans cette appellation d'alchimiste n'est pas du tout de calmer en fait l'intensité, c'est plutôt d'apprendre aux personnes que j'accompagne à la maîtriser vers une direction qui a du sens pour eux. Donc voilà, donc j'insiste bien sur le fait que je n'enlève rien, je libère plutôt ce qui est déjà là finalement. Ok, en fait, quand je t'entends, je me dis que ce trop, en fait, il pourrait être défini par un trop par rapport à un espèce de cadre référentiel normatif. Que finalement, toi, tu ne fais pas passer du trop au moins. Au contraire, c'est peut-être changer le regard de soi à soi, se détacher de ce cadre normatif pour ben, finalement se voir tel qu'on est et puis avoir un regard valorisant sur quelque chose qui n'est pas trop, mais qui est un peu différent, qui est un peu décalé et qui, dans sa singularité, est beau. Est-ce que c'est ça? Oui, en fait, tout à fait. C'est-à-dire, on pourrait longuement discuter, hein. Est-ce que c'est finalement les personnes qui sont hypersensibles? Est-ce que c'est la société qui est hyposensible? Et puis, qu'est-ce que la norme? Est-ce qu'il existe vraiment une norme? Est-ce que on n'est pas finalement tous des singularités à une règle qui n'existe pas? Donc, là-dessus, mais tu as complètement raison. C'est-à-dire, pour moi, mon objectif, c'est d'aider en fait les personnes à se rappeler de qui ils sont vraiment, au-delà des étiquettes, au-delà effectivement de ce trop des fois qu'on leur impose par leur entourage. Et il y a vraiment un fondamental dans mon accompagnement, c'est en fait les aider à redevenir en fait souverains de leur monde intérieur finalement. J'adore ce que tu as dit, de se sentir trop par rapport à une règle qui n'existe pas. Alors ça, pour moi, c'est vraiment, sans doute, tu vas me le dire, mais quelque chose de fondamental dans ton accompagnement, de se rendre compte que ces règles n'existent pas et puis que bah, de redevenir souverain dans son monde intérieur, c'est finalement se fixer ses propres règles. Exactement. Donc, si vraiment je reviens sur ma définition de cette souveraineté intérieure, bah, en fait, finalement, je dirais c'est un état dans lequel bah, la personne, elle prend pleinement la direction de sa vie,
en se reconnectant finalement à son essence, à son vérité, à sa vérité et à ce fameux pouvoir personnel dont on parle, mais aussi pouvoir de choix, prendre des décisions, des fois qui peut être très compliqué, la peur de se tromper, la peur du regard de l'autre. Donc en fait, c'est un processus d'alchimie vraiment intime parce qu'on va vraiment regarder ce qu'on a vécu et son histoire personnelle où bah, on cesse en fait de vivre selon les attentes, les peurs, les conditionnements ou des fois des loyautés aussi invisibles pour redevenir finalement l'auteur, lucide, libre et responsable de son chemin. Donc effectivement, bah, pour ça, il y a vraiment à reprendre la maîtrise de son monde intérieur. Donc ce que je dis le monde intérieur, c'est vraiment les émotions, les histoires héritées, les blessures, les croyances aussi. Et choisir son propre rythme plutôt que de répondre à des injonctions finalement externes. Donc c'est là où finalement pour moi, bah, ce trop, on peut effectivement le transformer en puissance. La vulnérabilité, elle peut devenir conscience. Et l'hypersensibilité, qui est une fabuleuse aussi antenne pour percevoir, ressentir, bah, on peut aussi se l'approprier pour avoir cette capacité de discernement finalement. Voilà, donc oui, tout à fait. C'est pas s'abandonner pour être accepté, pour être aimé, pour être validé, mais savoir dire oui ou non depuis un espace qui est clair, qui est stable et qui est aligné finalement. Ouais, être en sécurité intérieure et du coup se rendre compte que ce trop qu'on perçoit, bah, ça peut être des ressources. Tout à fait. Finalement, si on s'en saisit, si on reprend le leadership sur soi-même, et donc ce que tu proposes, c'est une reconnexion vraiment à soi. Et ça, c'est vrai que c'est toute une histoire et c'est pas forcément facile. Et j'ai envie de te demander quels sont, bah, je sais pas, les outils, les approches, les techniques que tu utilises, même Oui. si j'imagine que c'est pas forcément toujours la même chose pour tout le monde, mais tu as quand même un programme établi et sûrement des outils de prédilection. Alors, lesquels sont tes outils préférés? Oui, alors c'est vrai que ma boîte à outils, bah, elle s'est enrichie au fur et à mesure des années parce qu'effectivement, c'est un parcours qui a démarré il y a maintenant plus de 25 ans. Waouh! Et comme tu le dis, effectivement, chaque parcours est personnalisé. Si je dois synthétiser, je dirais que mon approche, elle est à la fois scientifique, symbolique et spirituelle. Donc il y a une alliance finalement, on en parlera certainement tout à l'heure, finalement entre mon parcours de chercheur, d'ingénieur, donc de laboratoire aussi, cette rigueur-là, cette méthode-là. Et puis finalement peut-être la sagesse plutôt émotionnelle du cœur, qui m'a fallu bah, beaucoup de temps finalement pour l'apprivoiser moi-même, mais que je partage et que je transmets. Donc il y a dans les outils, il y a à la fois une approche plutôt neuroscientifique pour comprendre Ok. justement les mécanismes du Oui, ça, c'est stress des choses et assez de récentes finalement. tout à fait, voilà, je suis restée chercheur dans l'âme, donc j'ai vraiment ce goût aussi de continuer à me former, à apprendre, notamment sur nos capacités du cerveau qui, moi, en fait, m'émerveille. Donc voilà, donc il y a cette approche-là, il y a aussi des tests scientifiques que j'utilise, notamment tout ce qui va être bilan émotionnel avec un test certifié de quotient émotionnel. Ça Ok. permet de cartographier, en fait, les compétences déjà qui sont là, les forces et puis les challenges. Après, il y a des outils qui sont plutôt comme la programmation neurolinguistique, l'hypnose, qui servent à plein de choses, mais notamment libérer les schémas inconscients. Euh, Hmm. il y a une partie, je parlais tout à l'heure de tout ce qui va être loyauté. Ça, c'est plutôt ce que je traite dans le transgénérationnel, où on va aller justement apaiser, libérer, comprendre les charges et les héritages émotionnels. Et enfin, des outils qui sont beaucoup plus intuitifs basé sur mon parcours en énergétique et en pratique chamanique. Et là, on va vraiment recontacter, je dirais, les dimensions de l'esprit, du cœur et du corps. Donc en fait, voilà, je dirais, pour résumer, la science, elle me donne la structure. L'intuition, bah, on ouvre un peu la porte et il y a une passerelle que je fais, que je permets pour les personnes, en fait, entre le cerveau plutôt et le cœur. Donc on travaille sur tous les plans, le cognitif, l'émotionnel, et puis le symbolique, et l'énergétique. Ouais, c'est hyper complet. En fait, tu travailles de manière vraiment intégrative et en intégrant justement des facettes qui peuvent être en opposition, voire même en conflit. Et ça m'intéresse beaucoup. Mais on y reviendra après. J'aimerais bien d'abord, je reste sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit voilà, que ton parcours personnel qui alimente ta pratique aujourd'hui a duré 25 ans.
Oui. Et j'aimerais bien, si tu en es d'accord, que tu nous donnes, je sais pas, les grandes étapes de ce parcours qui t'ont mené d'une carrière qui démarrait vraiment dans le scientifique, le rationnel, à aujourd'hui un métier qui est beaucoup plus riche, mais quand même assez éloigné de la pratique scientifique pure. Tout à fait. Donc, j'accompagne professionnellement, disons, depuis environ 7 ans maintenant, donc comme effectivement coach, thérapeute, formatrice. Mais en fait, si je reprends effectivement le fil, et j'aime beaucoup ta question du fil conducteur, pour moi, en fait, j'accompagne depuis toujours. Donc, si je reviens sur mon parcours, effectivement, bah, il y a eu pour moi une bascule importante à l'âge de 19 ans. Vraiment une grosse crise existentielle où en fait je suis partie en quête de réponse de qui j'étais. Donc même si j'ai continué mon cursus scientifique, je m'étais inscrite effectivement dans des études d'ingénieur et ensuite j'ai continué en doctorat et ensuite dans l'enseignement recherche. J'ai toujours eu ces questions finalement de qui j'étais et une quête en fait d'outils pour moi déjà pour mieux vivre ma sensibilité parce que quand j'étais adolescente, bah, c'était vraiment très très problématique. J'étais complètement envahie, submergée par mes émotions, mes sensations. J'avais des sens démultipliés et je ne savais pas ce que c'était et je ne savais pas quoi en faire. Donc j'ai démarré, je dirais, par des approches classiques de psychothérapie où je me suis fait accompagner. Et ensuite, j'ai complété ça par des outils. Donc c'est là où je suis allée voir des outils dits complémentaires et alternatifs, hein, comme effectivement l'hypnose, la PNL, les initiations chamaniques, etc., l'énergétique. Et chaque outil, c'était un peu une pièce de puzzle. Donc que je me suis approprié moi. Je pensais vraiment jamais un jour le transmettre. C'était pas dans mon intention. Moi, mon but, c'était déjà de m'accompagner moi Ok. en premier lieu. Donc ça, c'était la première phase. Et ensuite, il y a eu effectivement des bascules. Notamment quand je suis arrivée en Bretagne, parce qu'en fait je suis alsacienne d'origine, donc je pense que le fait voilà, de changer d'environnement, d'aller sur un C'est quasiment une territoire. immigration, ça, de l'Alsace Moi, à la Bretagne. exactement. Et ce territoire, la Bretagne, il est tellement riche justement en savoirs ancestraux, c'est beaucoup plus présent. Il y a des traditions qui sont là. Et là, ça a vraiment été pour moi un réveil, un retour finalement aux sources, à la nature, à un environnement. Je suis très reliée à l'eau aussi. Et ici, il y a énormément de sources. Donc c'est vrai que ça m'a aussi accompagnée. Et ensuite, bah, une bascule, effectivement, parce qu'il y a des personnes qui ont commencé à venir vers moi pour me demander des accompagnements, je dirais, voilà, à titre plutôt bénévole, en fait, quelque part. Et en fait, là où j'exerçais, donc dans l'enseignement recherche, pareil, j'accompagnais aussi des personnes, notamment des personnes qui étaient en reconversion professionnelle, parce qu'il y avait des étudiants en formation initiale, mais aussi des gens qui avaient 40, 50 ans et qui étaient en reconversion. Et en fait, même dans la recherche que je pouvais mener, bah, je dirais, j'explorais la matière, j'explorais l'infiniment petit, parce que j'étais spécialisée en sciences de l'eau et notamment donc, de l'environnement, de la dépollution de Ah, l'eau. ok. Et aujourd'hui, bah, j'explore l'humain. Donc souvent, je dis, en fait, j'ai changé d'objet d'étude, hein. C'est comme si je suis passée, en fait, des sciences de l'environnement à peut-être l'écologie spirituelle, hein, quand je parle justement Mhm. d'aller libérer des choses, des programmations, des mémoires, des émotions trop lourdes. Bah, pour moi, en fait, le cap a été là. Et ensuite, bah, il y a eu ce passage de me mettre à mon compte. En parallèle d'abord de mon métier. Ok. J'ai d'abord fait ça en me disant, bon, ok, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je m'y sens bien? Est-ce que j'apporte quelque chose aux personnes? Les retours ont été très positifs, ils m'ont vraiment porté. J'animais aussi des groupes de parole que j'appelais les cafés de la vie à l'époque où justement j'amenais les personnes un peu à échanger leur parcours C'est et elles me beau disaient que ça comme leur nom faisait du du Café de bien. la Vie. Ouais, c'était pas les cafés philo parce que je me suis dit, Ouais. mon but, c'était pas partir forcément dans la théorie, mais c'était de partager des bouts d'expérience de vie. Voilà. Mhm. Et puis ensuite, il y a eu des événements plutôt dans mon ancien poste de restructuration qui m'ont amené vraiment là à me repositionner. Donc il y a eu aussi un souci de santé, pas grave, mais qui m'a pris suffisamment de temps pour justement me mettre en réflexion et me dire, C'est bon, maintenant, ça. qu'est-ce que je fais? Est-ce que je saute le cap? Je n'avais pas la possibilité de demander un temps plein, pardon, un mi-temps, j'étais vraiment temps plein. Donc, et vu le poste que j'avais, j'étais à la direction, donc
c'était pas possible dans ce contexte-là. Donc effectivement, bah, j'ai sauté le pas et je me suis complètement installée. Aujourd'hui, je fais ça à 100%. Voilà. Je ne sais pas si ça répond Waouh. entièrement à ta question. Ah bah oui, ça C'est un peu répond. ça C'est-à-dire les qu'il étapes. y a eu d'abord tout un chemin d'exploration personnelle Complètement. qui t'a permis de découvrir des tas d'approches et donc bah, par ta sensibilité très affûtée de aussi en choisir des outils ou des méthodes qui te convenaient vraiment, qui t'avaient apporté à toi une alchimie personnelle. Et Mm. puis après, bah, il y a ces personnes qui sont quelque part venues te chercher suite à ce changement d'environnement. Et en tant que Ouais. Bretonne moi-même, bah, je peux que confirmer que la Bretagne, c'est sûr, c'est un territoire qui est riche et qui amène beaucoup de résonance intérieure. Mm. De par la côte notamment, et puis la culture, et puis petit à petit, et puis grâce aussi, hein, parce qu'il y a des cadeaux cachés dans les situations pourries, mais grâce à ce problème de santé, Ouais. finalement, tu as pu prendre du recul, réfléchir, et puis cheminer vers aujourd'hui le fait d'être à 100%. Et c'est pas rien. Et je sais de quoi je parle et j'aimerais bien savoir ce moment où finalement tu as choisi de te mettre à 100%. Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était doux? Est-ce que c'était facile, fluide? Ou est-ce que ça a réveillé des peurs ou des inquiétudes? Eh bien, je dirais, pour moi, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, dans ma vision, c'est peut-être le parcours le plus puissant, le plus transformateur en termes de développement personnel. Donc moi qui ai fait beaucoup de thérapie, de coaching pour moi-même, bien sûr que j'ai adoré ces chemins-là et que ça m'a beaucoup aidé, beaucoup transformé. Mais c'est sûr que de se retrouver face à soi-même, je pense qu'on peut être à la fois son pire ennemi, mais aussi son meilleur ami. Donc là, il y a vraiment, pour moi, en fait, ça a été une continuité. C'est-à-dire, c'est comme si, donc il y a vraiment eu ces phases de préparation. Donc c'était pas fait sur un coup de tête. Ça n'a pas été, voilà, je n'en peux plus de mon travail. Ça y est, je fais une formation de coaching et je me lance. Non, parce qu'en fait, pour moi, c'était préparé, comme dit, depuis l'âge de 19 ans, quelque part. Hmm. Je pense aujourd'hui, avec le recul, que ça a été fondamental de vraiment travailler d'abord sur moi, avant de pouvoir accompagner les autres, avant de pouvoir justement leur transmettre ce que j'ai à transmettre dans mon Ah oui, tu expérience. l'avais vécu toi-même, quoi, dans ta Clairement. chair. Hmm. Et en fait, voilà, en fait, je pense aussi que tous les outils que j'utilise, ben, je les ai d'abord expérimentés sur moi. Il y a aussi des outils que je crée. Je continue, comme dit, encore une fois, d'explorer, de chercher, d'essayer de trouver les meilleurs supports, ceux qui vont parler le plus à certaines personnes et m'adapter justement à leur parcours. Mais je dirais, voilà, ça a été en plusieurs étapes. Il y a eu cette phase préparatoire, il y a ensuite eu cette phase où je faisais les deux, où j'avais quand même toujours un pied dans le monde professionnel dans lequel j'étais, et puis en parallèle ce cursus où je démarrais mes ateliers, les consultations en individuel, etc., petit à petit, jusqu'à passer le cap. Et effectivement, je pense que le cap, c'est là où le corps finalement a parlé. Parce que peut-être qu'effectivement, rationnellement, je serais peut-être restée en me disant non, mais en fait, tu as investi tant d'années dans ce cursus-là, reste. Et jusqu'à voir, effectivement, encore une fois, ben, c'est un principe de Lavoisier, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est qu'en fait, on emmène ses compétences. Il n'y a rien qui se perd. Ça va juste changer de forme, mais heureusement, et je remercie ce cursus-là, parce que ça m'a aidé quand on va dans des mondes spirituels, intuitifs, on a besoin en fait d'avoir un ancrage, quelque chose qui nous ramène à la matière pour pas être perché. Et je remercie tout ce parcours en fait, qui était vraiment une préparation et qui toujours aujourd'hui bah, continue à m'aider à objectiver ce que je fais, à rationaliser aussi et n'être pas que voilà dans cet univers intuitif et sensible où on pourrait vite partir finalement. Ouais, c'est un petit peu comme la métaphore du ciel et de la terre, quoi. C'est bien d'avoir la tête dans des étoiles, mais il faut avoir les pieds sur terre. Voilà. C'est super intéressant ce que tu dis parce que j'entends que finalement, quand tu as fait ce voyage, cette transition depuis le monde bah, à la fois salarié puis scientifique vers le monde de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement plus psychologique, t'as emmené dans tes valises tout le miel que tu avais pu butiner, j'ai envie de dire, tout le miel de tes compétences, de ton expérience, et t'es pas du tout dans une optique d'opposition Non. entre la rigueur scientifique et puis l'émotionnel, le spirituel, mais au contraire dans une conjugaison. J'ai l'impression que voilà, t'es vraiment dans du et.
les deux, et même dans du, comme dit Edgar Morin, de la téléologique, c'est-à-dire allier les deux pour le bien des personnes que tu accompagnes, et pas du tout dans le soit scientifique, soit intuitif, qui est quand même beaucoup plus courant. Et du coup, j'aimerais bien, bah, si tu devais parler à quelqu'un qui est encore très rationnel, logique, qui dit moi, tous les machins spirituels, New Age, c'est du bullshit. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce, je sais pas, à cette personne en blouse blanche et à petites lunettes qui serait en face de toi, avec Eh peut-être son bien, éprouvette de labo? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? je pense qu'en fait, ce sont des choses qu'on n'a pas encore réussi peut-être à mettre en Ah. équation, mais qui existent bien. Et je pourrais peut-être prendre une analogie avec quelque chose de scientifique. Par exemple, dans tout ce qui va être rayonnement, on va avoir des ondes qu'on appelle l'ultraviolet, l'infrarouge, etc. Ces ondes-là, on ne les voit pas. Et pourtant, elles existent bien. Sauf qu'il a fallu à un moment mettre au point des appareils de mesure pour pouvoir justement les identifier et les mesurer. Mais c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Et Hmm. ensuite, il n'y a aucune obligation. Je pense que c'est d'abord un appel du cœur. Et encore une fois, je pense que chaque personne a son temps. C'est pas une obligation en fait d'aller non plus là-dedans. C'est pour ça que quand une personne vient me voir, je la prends là où elle est en fait. Je vais pas aller bousculer des choses si je sens que voilà, c'est pas le moment. Peut-être que ce sera le moment à un moment donné. Mais d'abord, c'est une reconnexion avec soi-même. Moi, dans mon parcours, ça m'a énormément apporté, clairement. Parce que j'ai vraiment eu cette autre vision de la vie, du monde, de ce qu'on vit dans notre réalité juste physique, matérielle, tangible. Ça m'a apporté des choses, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul chemin. Voilà, c'est un chemin possible aussi quelque part. Donc je pense qu'il y a aussi à s'écouter dans son rythme. Mais voilà, ce que j'aurais envie de dire, ce serait ça. Ouais, ouais, oui, donc en fait, dans tout le champ de ce qui existe, tu rencontres la personne que tu accompagnes là où elle est. Mm. Toi, en fait, tu as une palette qui est super large et puis tu amènes la personne bah, là où Voilà. elle a besoin d'aller en élargissant un peu sa manière de voir les choses et en travaillant sur les loyautés invisibles, les schémas inconscients, les croyances limitantes, j'imagine. Ok, Voilà. ça me fait penser au film L'étrange Noël de Monsieur Jack, le film d'animation de Tim Burton. Je sais pas si tu connais, mais il essaye de Oui, mettre Noël en équation. Donc il oui, prend des boules de Noël et puis il les réduit en poudre. Il fait des complètement. expériences chimiques pour essayer de comprendre l'esprit de Noël. Et C'est voilà, ça. je crois qu'il y a des choses qui Ouais. effectivement existent et échappent à la logique rationnelle et à la rigueur scientifique, mais on ne peut pas nier, comme l'esprit de Noël, que ça existe en fait. C'est ça. Et peut-être heureusement qu'on n'arrive pas à le mettre en équation parce qu'on garde aussi cette part de magie, hein. Même voilà, si on parle de sentiment, d'amour, je pense que chacun trouve sa propre définition. Là, c'est pareil, à chacun d'y mettre ce qui pour lui est essentiel finalement. Donc oui, j'aime beaucoup effectivement ce film aussi. Et il n'y a pas forcément besoin de tout comprendre Non. pour avancer. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que justement, un cheminement en thérapie, les gens parfois veulent absolument comprendre parce que c'est rassurant, ils veulent contrôler, mais des fois, les avancées les plus importantes ou les prises de conscience les plus importantes, elles arrivent, Oui. c'est comme une éclosion et on ne Ouais. comprend pas. Et voilà, Tout et à c'est fait. comme ça. Et l'essentiel, c'est que ça ait lieu, c'est que ça existe. C'est ça. Et on peut aussi libérer sans forcément avoir toujours l'origine. Effectivement, dans les outils que j'ai, donc bien sûr qu'il y a une part où on va, comme dit, hein, dans l'histoire de vie, aller chercher des choses, mais on n'est pas voilà, dans un travail qui va durer 10 ans. Moi, je suis aussi plutôt dans des approches courtes aussi. Mon but, c'est de donner l'autonomie aux personnes, c'est-à-dire qu'ils aient leurs propres outils à un moment donné. Donc aussi, il y a aussi cette part-là. On n'a pas toujours toutes les données, toutes les informations. Si on les a, on les a, on les prend. Mais on peut aussi libérer sans forcément, effectivement, je te rejoins, tout contrôler. Et là, il y a aussi donc ce lâcher-prise qui est des fois challengeant, effectivement, chez les hauts potentiels. Mais quand ils viennent me voir, ils cherchent aussi ça, finalement. Peut-être à avoir ce côté un peu plus intuitif en eux, qui est là, qui est présent, mais à se l'autoriser, à se le permettre.
dans un monde Mhm. qui est effectivement peut-être hyper rationnel, où on met en opposition ces sphères-là, ouais, tout à fait. Oui, et puis il peut y avoir des jugements évaluatifs, négatifs des autres sur Tout à quand on fait. essaye d'exprimer finalement qui on est, Mm. surtout peut-être quand on est atypique. Et j'aimerais bien que tu me dises, même si bon, évidemment, j'ai compris que toi, tu es hypersensible, mais pourquoi tu as choisi d'accompagner particulièrement les talents atypiques? Et puis, qu'est-ce que ça recouvre pour toi comme atypicité? Eh bien, alors, donc, il y a toujours cette fameuse question de qu'est-ce que c'est que le côté atypique, ça c'est clair. Comment le définir, etc. Et aujourd'hui, il y a plein d'étiquettes, et je pense qu'il y en aura encore des nouvelles qui vont arriver certainement. Mais la première raison essentielle qui a fondé tout mon parcours, c'est effectivement parce que moi j'en fais partie. J'ai pu mettre ce mot finalement assez tardivement, parce que c'était en 2018 ou 2017, je dirais, ouais, fin 2017 peut-être. Et que je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, d'accord, je comprends, il y a des singularités, je suis pas la seule, et on n'est pas fou, on n'est pas malade, on a voilà, une forme d'intelligence effectivement singulière, on n'est pas plus intelligent non plus, c'est juste une autre façon de lire le monde. Et ça a été tellement en fait profond pour moi de me dire, en fait, j'ai envie là aujourd'hui d'accompagner ces personnes qui ont, même si chaque être est différent, on est bien d'accord, mais on se retrouve souvent, quand on parle les premières rencontres, si on se dit, ah ça y est, on parle le même langage. C'est comme si on fait partie de la famille, quoi, en fait, C'est un quelque peu part. comme ça instantané, une Ouais, connexion? c'est ça, D'accord. exactement. Et puis, bah, au-delà de ça, aussi, parce que moi, je pense que la beauté, la douleur aussi d'être un être intense bah, dans un monde qui aime justement l'uniformité, ça a une vraie richesse aussi quelque part. Et pour moi, les personnalités atypiques, bah, effectivement, peut-être qu'on a l'impression qu'elles rentrent pas dans des cases, mais il y en a certaines quand même qui arrivent très bien parce que justement elles se suradaptent. Mais en fait, plutôt, ils vont redessiner ces cases-là. Donc, moi, quand tu me demandais effectivement quelle personnalité je vais accompagner de façon privilégiée, c'est plutôt les hypersensibles, les hauts potentiels, les multipotentiels. Mais dans l'atypisme, il y a plein de choses, hein, effectivement. Il y a des personnes qui vont avoir des troubles autistiques, qui vont avoir des troubles de l'attention. Donc, voilà, il y a tout ça. Mais là, je dirais, je peux aussi les accompagner potentiellement, mais je cible préférentiellement, effectivement, les personnes hypersensibles qui vont avoir des challenges en fait avec leurs émotions, voilà, qui vont rentrer dans ces turbulences-là. Et aussi parce que je pense que ces personnes-là, je dis souvent, c'est un peu les gardiens du lien. C'est-à-dire souvent, les personnes ont du mal avec l'aspect relationnel. Ça peut être un vrai challenge. Je parlais de solitude, je parlais d'isolement fondamental, de se croire Mhm. seul finalement à voir le monde de cette façon. Et ça peut être en fait très souffrant. Mais une fois que c'est maîtrisé, quand je dis le gardien du lien, parce que justement, c'est des personnes souvent qui sont beaucoup dans le cœur, beaucoup dans l'empathie, mais qui ne savent pas forcément quoi faire de leur empathie et qui voient leur empathie des fois comme un fardeau, plutôt comme un cadeau. Qui Euh, peuvent la réprimer du coup et réprimer leurs émotions. Complètement, complètement. Et il y a cette intelligence du cœur. Aujourd'hui, on est donc dans voilà, les autres choses qui m'animent et pourquoi j'accompagne ces personnes. Bah, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Je trouve que ça peut être un super outil. Si ça reste effectivement un outil, si ça ne se substitue pas à la puissance effectivement du lien humain, de la relation humaine, de nos émotions, etc., toutes nos singularités. Donc, il y a aussi cette mission-là, je dirais, dans le service que je me donne. Si je vais vraiment de l'aspect plus collectif, c'est aussi de permettre à cette intelligence émotionnelle de trouver sa place dans ce monde qui s'uniformise et qui va être peut-être un peu plus artificiel avec les outils qu'on a aujourd'hui finalement. Ouais, ça me fait penser un peu comme si le monde était un peu en noir et blanc et qu'il y a des personnes qui fonctionnent en couleur et avec des feux d'artifice dans la tête et que le monde en noir et blanc leur dit souvent, bah non, on devient noir et blanc, quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et quand tu parles d'isolement fondamental et de solitude et de difficulté à nouer un lien, je me dis que peut-être le premier cadeau que tu offres à tes clients ou aux personnes que tu accompagnes finalement, c'est de les reconnaître et de les autoriser à être comme ils sont, de les sortir de cette solitude et que voilà, est-ce que tu penses que c'est aussi par le lien qui peut se nouer, par la relation qui peut se nouer et se développer au sein de l'accompagnement? Que on accompagne et qu'on soigne finalement les douleurs des personnes. Ouais.
Alors moi, comme dit, je soigne pas, je ne répare pas. C'est pas ça. J'ai dit C'est soigner les vraiment douleurs, hein, tu vois, voilà, les... dans Ouais. l'accompagnement. Et en fait, je dirais oui, en fait, j'ouvre un espace où, sans jugement, neutre, où la personne, justement, déjà, peut déposer, parce que souvent, on arrive avec des valises très lourdes, on a fait déjà énormément de choses, il y a un parcours, des fois, très long derrière soi, où, bon, on a eu certaines informations, on n'est peut-être pas allé jusqu'au bout, et finalement, on se sent pas vraiment mieux. Donc, ça peut être aussi très, très lourd, déjà, d'arriver avec tout ça. Euh, et puis oui, d'avoir effectivement cet espace de reconnexion. Ok. Là, j'ai en face de moi quelqu'un, oui, a priori, qui capte les choses comme je l'entends, comme je le C'est vois. un peu sur la même longueur d'onde. C'est ça, voilà. Et puis finalement, moi, je tiens le cadre, mais les personnes, elles apportent l'essence en fait, hein. Et c'est vraiment cet accompagnement. Donc il y a, oui, bien sûr, la puissance de la relation, mais il y a cet échange, on va dire, intellectuel, sensoriel, émotionnel, symbolique. Les personnes, enfin, Multidimensionnel. voilà, elles viennent, elles m'apportent des morceaux de leur vie, de leur existence. Donc en fait, c'est précieux. C'est aussi à respecter, c'est aussi à écouter. Voilà, et après, ça dépend effectivement où chacun en est dans son chemin. Mais bien sûr que la relation entre nous va créer en fait le cadre, la sécurité. Et après, les outils, bah, c'est des supports qui vont permettre justement d'aller plus loin, de permettre la transformation. Mais cette rencontre, oui, j'aime bien parler un peu de laboratoire aussi, hein. Laboratoire, c'est un lieu où on expérimente des choses. Et on va aussi aller effectivement dans le cœur, on va aussi aller dans l'esprit, on va aller dans le corps aussi quelque part. Ouais. Hmm. C'est super intéressant. J'ai plein d'images qui émergent dans ma tête en t'écoutant. J'ai l'impression, tu vois, de voir une personne qui, parce que elle est atypique, arrive dans ton cabinet ou en visio avec beaucoup de grosses valises qui sont vraiment très bien fermées. Et peut-être voilà un surplus de bagages par rapport à une personne qui serait entre guillemets typique. Et que dans un premier temps, la connexion avec toi, le fait que tu offres un espace avec un cadre et de la sécurité et de la connexion, peut-être pour une des premières fois de la vie de la personne, ça Oui. permet bah, de poser ses bagages et tranquillement d'aller de trouver comment les ouvrir et en toute sécurité, donc ça peut prendre du temps, et de regarder à l'intérieur. Et puis de faire le tri, et c'est là que les outils peuvent aider, en fait, faire le tri et se dire, OK, bon, bah, dans tout ce truc-là, qu'est-ce que Mm. je jette? Qu'est-ce que je Oui. recycle? Qu'est-ce que je transforme? Qu'est-ce que je garde? Ah, et pouvoir enfin respirer pour ben, avancer en ayant conscience de ses ressources, parce qu'on a regardé dans les valises, en Mm. ayant conscience de ce qu'on a vécu, mais surtout en choisissant ce qu'on a envie de garder et peut-être en partant juste avec un petit sac à dos, si c'est ça qui convient. Complètement. Et j'aime beaucoup quand tu dis on choisit justement ce qu'on va garder parce que c'est vraiment ça, tu vois, je reviens là sur ce mot de souveraineté intérieure, mais l'objectif ultime pour moi, c'est de permettre aux personnes de redevenir finalement auteurs de leur vie au lieu de rester spectateurs ou victimes. Et donc rien que ce pouvoir de choisir, il y a un événement qui m'arrive, bah en fait mon pouvoir il est dans qu'est-ce que j'en fais. Mais on a tellement justement de schémas, de conditionnements, etc. Appris à faire d'une certaine façon, des fois, on se voit ferme, mais ça ne correspond pas du tout finalement à ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, Mhm. donc je reviens vraiment sur cette notion bah, de reprendre en fait clairement la direction de sa vie en se reconnectant à son essence, à sa vérité et à son pouvoir de choix. Effectivement, c'est vraiment ce que tu dis à ce niveau-là. Et ça, c'est une posture, c'est un territoire intime pour moi. Ce retour à un royaume qui est sans domination. C'est en fait l'art d'habiter sa vie depuis l'intérieur, mais vraiment avec lucidité, responsabilité, discernement et amour aussi. Et la conscience, bah, les outils nous aident à transformer effectivement plutôt qu'à subir. Mais en fait, c'est complètement ce que tu dis, c'est cesser en fait de demander la permission d'être soi finalement. Ouais, tu vois, l'art d'habiter sa vie depuis l'intérieur, je trouve que c'est vraiment très très puissant ça. Mm. Et je me dis que pour reprendre la métaphore des valises, ben, une fois qu'on a viré tout le fatras peut-être qui euh, embrouille l'esprit, on trouve une couronne, des clés et puis une manette de jeu pour pouvoir être le pilote de sa propre vie. Et Tout à fait. ça redonne effectivement le pouvoir d'agir et le pouvoir de choisir et de se choisir Oui. indépendamment de la validation extérieure. Et ça, c'est vraiment
fondamentale et pas évident. Est-ce que tu aurais à nous raconter peut-être une histoire de transformation, une histoire d'alchimie, de Ouais. talent atypique qui serait Ouais. particulièrement remarquable ou qui t'a marqué, toi? Oui, dans ces années d'accompagnement, alors chaque histoire est magnifique, hein, je dirais en soi, c'est chaque fois un cadeau et il n'y a pas de comparaison à avoir sur oh, il y a des personnes qui vivent des choses pires que moi, etc. Non, pas du tout, parce que voilà, on a chacun de personnalités, mais là je vais l'appeler Nicolas, voilà, c'est forcément pas son vrai nom, mais c'est celui que je lui donnerai ici. Et déjà, je me rappelle, en fait, quand vraiment il est venu me voir, bah, il venait pas vraiment. C'est-à-dire, vraiment, il s'était effondré dans sa vie. Il sortait plus de chez lui, volet fermé, téléphone coupé, des journées qui se ressemblaient, hein. Donc, c'était comment passer du lit au canapé, à l'ordinateur, à la nuit, etc. Et il y avait vraiment donc une peur, phobie, en fait, hein, du monde extérieur. Il était complètement éteint. Euh, ouais, avec l'intérieur qui faisait vraiment mal, hein. C'était vraiment quelque chose d'intérieur et euh, fâché contre l'humanité entière. Hmm. Il y avait vraiment ce dégoût des autres, il y avait ce dégoût de lui-même aussi. Et je me rappelle, enfin, dans les premiers échanges, enfin, des phrases qui étaient à la fois violente et fragile, hein, c'est-à-dire bah, je ne crois plus en personne. Et dans cette haute sensibilité qu'il avait, ben, les gens finalement ils détruisent ce qu'ils touchent. Donc moi j'ai pas envie en fait de vivre dans ce monde-là. J'ai pas envie de d'adhérer à l'humanité. J'ai pas envie d'être comme eux en fait. Voilà. Et Hmm. sa vie, bah, s'était rétrécie au point bah, de tenir finalement dans une pièce de 10 mètres carrés quoi. Le corps éteint, donc le regard aussi, hein, pareil dans l'expression, le regard aussi. Et simplement, bah, il y avait à côté de lui, il y avait un homme vivant, mais qui était vraiment à côté de lui-même. Et ça a été très compliqué parce que même au début, enfin les premiers échanges, dans l'échange justement oral, c'était pas simple. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'ose dire, cette crainte peut-être aussi de se dévoiler ou de dire cette noirceur qui des fois le traversait. Mais pourtant, je sentais une colère derrière, hein, une colère qui était présente, mais un peu comme une armure assez épaisse. Et une autre fois, il y a eu une autre séance où il m'a exprimé clairement, bah, en fait, j'ai peur de recommencer, hein, parce que si je recommence, je peux encore tomber. Donc, il avait eu forcément des expériences compliquées dans sa Et vie, oui, en mais restant en bas, il risquait plus de retomber. c'est ça. Et c'est ce jour-là où, en fait, il y a une fissure pour moi qui est apparue dans le mur. On a commencé à nommer déjà ses émotions, la rage qu'en fait qu'il avait, qu'il n'osait pas exprimer, qu'il n'osait pas libérer. Et voilà, il y avait aussi de la honte, il y avait aussi bah, plein de blessures derrière. Donc là, ça a commencé à s'ouvrir. Et petit à petit, bah, semaine après semaine, bah, il respirait à nouveau. Il commençait à ressentir. Et quand je dis ressentir, parce que souvent on se coupe complètement du corps. Donc c'était même effectivement dans Oui, bien les sûr, que dans sensations. la tête. Et oui, voilà. À se choisir aussi petit à petit. Alors, on parlait pas encore d'avenir à ce moment-là, hein. Là, on parlait juste de vivre De et toutes petites choses. voilà, des choses simples, de revenir à la simplicité. Et justement, sur ces questions que je lui posais, mais qu'est-ce qui te ferait te lever le matin? Est-ce que, pas pour être utile, mais juste pour faire plaisir, en fait, pour soi. Et il m'a un jour effectivement dit, bah, je pense qu'on a, voilà, cet espace de confiance a été instauré, bah, j'aimerais travailler avec mes mains, j'aimerais recréer quelque chose, réparer ce qui est cassé. Donc c'était très symbolique aussi, mais là il parlait pas d'objet, il parlait aussi de lui finalement. Et petit à petit, ouais, je dirais dans la suite, ça a été vraiment une reconstruction de sa confiance, de son identité, donc de son corps, et de passer en fait du mental au réel, quoi, du je peux pas à je tente. Et il a envoyé un CV, un seul. Et un jour, il est arrivé en retard en séance. Alors, pas comme avant, pas parce qu'il voulait pas venir, hein, mais parce qu'il venait de signer un contrat, en fait. Et Waouh. c'était un CDD, finalement, dans un atelier d'ébénisterie. Le bois, le geste, voilà, l'odeur aussi. Enfin, ce côté très sensoriel auquel il s'était reconnecté. Et il y avait vraiment cette lumière dans ses yeux, hein, que j'avais pas vue chez lui jusqu'à présent. Et vraiment de son apparence qui avait changé, fait d'être, enfin, s'être rasé. Je pense qu'il y avait des vêtements neufs, enfin, le corps qui se tenait différemment, le dos qui était beaucoup plus droit. Et on voyait vraiment cette différence. Et je lui ai fait part de ça. Je lui ai dit, bah, effectivement, on voit vraiment la différence. Et il m'a dit, en fait, non, je suis pas différent, je suis juste redevenu. Et c'est pas son travail en fait qui l'a transformé, mais c'est ce moment où il a compris, mais en fait, je mérite ma place en fait dans le monde.
Parce qu'en fait, le contraire de l'enfermement, bah, c'est la liberté, c'est l'existence retrouvée. Donc voilà, moi, ça m'a profondément marqué parce que quand quelqu'un finalement croit à nouveau en lui, ben, le monde s'ouvre. Et c'est peut-être là où on peut parler finalement d'alignement. Et oui, c'est une magnifique histoire et merci de nous l'avoir racontée. Tu vois, ça me fait des frissons partout et je trouve que là, ça illustre super bien l'alchimie parce que dans ce récit, on sent bien le passage de l'ombre à la lumière. C'est Vraiment. ça, c'est Euh, ça. mais, mais en fait, une réouverture ou comme une fleur ou une plante qui est toute recroquevillée, à moitié desséchée et qui finalement, bah, peut-être l'accompagnement, c'est lui remettre de l'eau avec un peu d'engrais, la réexposer et chut. Après, les ressources sont à l'intérieur et se déploient d'elles-mêmes parce que Complètement. elles sont revenues à la vie. Ouais, c'est chouette. Mhm. Ok. J'aimerais bien savoir maintenant, tu nous as parlé pas mal de spiritualité. Alors moi, c'est quelque chose, voilà, je suis un peu ouverte, mais c'est pas non plus ma tasse de thé forcément. Mhm. Et donc ça, on en entend beaucoup parler, surtout sur les internets. Hein, il y a beaucoup là, Mhm. l'univers, l'approche quantique, les anges, les archanges, l'énergie vitale, etc. Toi, dans cette espèce d'échiquier assez vaste des nouvelles, enfin, c'est pas si c'est très nouveau, mais en tout cas de tous ces concepts qui foisonnent sur Internet. Tu te positionnes comment? C'est quoi ton approche ou ta connexion à la spiritualité? Ben, en fait, elle est très ouverte, sans mettre d'étiquette, sans mettre forcément effectivement de code ou de symbole. Mais en fait, je pense qu'on est tous spirituels parce que spirituel, ça veut dire quoi? C'est l'esprit, c'est avoir un esprit. Donc, je pense qu'on a tous un esprit déjà. Et en fait, c'est simplement en fait, arriver à ouvrir sa conscience, à en fait poser un autre regard sur ce qui est. Quand je dis poser un autre regard sur ce qui est, c'est-à-dire par exemple, l'histoire qu'on a vécue jusque-là, ok, il y a eu des faits, il y a eu des événements, il y a eu des choses qui se sont passées, mais si je me mets un petit peu de côté, si je décale dans mon regard, si je vois les choses un peu sous un autre angle, ah tiens, finalement, cette histoire que je crois être la vérité, je peux la voir différemment. Donc, en fait, c'est ouvrir au-delà, effectivement, des voies que tu as peut-être nommées et qu'on peut très bien, effectivement, on peut en discuter dans les accompagnements parce que suivant les croyances des personnes, bien sûr que là aussi, il va y avoir cette possibilité bah, d'approfondir ça. Mais encore une fois, je ne vais pas passer par des codes ou un certain système, etc. Voilà, pour moi, cette spiritualité, elle est vraiment liée à l'ouverture de conscience. C'est-à-dire, on est un être de chair, de matière, mais on a aussi une capacité à percevoir les choses peut-être sous un autre angle. Parce qu'en fait, toutes nos perceptions, bah, elles vont finalement impacter ensuite nos décisions et nos décisions vont impacter nos actions. Donc tout part de ce qu'on perçoit finalement du monde. Et ensuite, bah, il y a des personnes qui vont avoir des particularités. Il y a, dans les hypersensibles, il y a des gens qui vont avoir des capacités médiumniques, qui vont effectivement des fois venir me voir en me disant bah, qu'est-ce que je fais de tout ça? Ça me fait peur en fait. Et puis, bah, on va aller voir ça. Et on va aller voir ça justement sous un autre angle pour permettre peut-être, bah, si c'est le moment opportun, si elles ont envie, d'aller voir ça encore une fois autrement, en démystifiant ça, en se rassurant en libérant justement les peurs, les freins, etc. Enfin, en dédramatisant finalement. Voilà, voilà, Juste voilà, regarder, aller voir. voilà, c'est clair. Mais moi, pour moi, tout ça, ça fait partie du champ des possibles. En fait, je vais pas trouver ça bizarre. Je pense qu'on a tous ces capacités en nous. À des niveaux, c'est un peu comme un musicien finalement. On a des musiciens qui vont à un moment jouer en solo, il y en a d'autres qui vont rester dans l'orchestre et qui vont quand même faire de la musique. Et en fait, on a tous ces capacités en fait d'intuition en nous qui sont liées à la sensibilité, qui sont liées aussi à l'empathie. En fait, je capte chez quelqu'un quelque chose, c'est une information. Pour moi, si je dois donner un peu quelque chose d'un peu plus rationnel, bah, nos cerveaux, c'est un peu comme des postes émetteurs-récepteurs. Donc on sait très bien qu'on a des ondes cérébrales, et dans ces ondes-là, bah, il y a des gens effectivement qui vont rentrer dans le champ informationnel de l'autre, dans ce qui est là, en fait, autour de lui comme potentiel et qui vont avoir des images, d'autres types d'informations, etc. Mais voilà, l'objectif, c'est
encore une fois, c'est pas d'y aller pour y aller parce que waouh, c'est génial et j'ai envie de voir ça un peu comme un hobby. On va se dire, allez, je sais pas, je vais tirer des cartes ou je sais pas ce que je vais faire comme pratique dite spirituelle. Pour moi, non, ça c'est en fait, c'est de la foire en fait. Enfin, c'est pas du tout le but. Le but, c'est de rester avec qui on est, mais si ça vient sur son parcours, si ça vient titiller des choses, si on se dit en fait là, quelque part, soit j'aimerais vraiment ben, potentialiser ses capacités, ou au contraire, là aujourd'hui, je me sens pas prêt, bah, c'est justement aider les personnes à ce niveau-là, dans leur propre spiritualité, dans leur façon de voir le monde, en fait, quelque part. Mais voilà, pour moi, je mets pas forcément d'étiquette là-dessus. Simplement, mon parcours et que je continue encore à développer, mais j'ai croisé beaucoup d'expériences dans ce milieu spirituel qui me permettent de pouvoir en fait accueillir ça, de pouvoir comprendre ce que l'autre vit en fait dans sa réalité Et tu en et as vécu accompagner. toi-même aussi? Alors oui, forcément, moi j'ai eu des très belles reconnexions. Alors je pense qu'en fait, déjà le monde des rêves des enfants était très riche chez moi, donc j'avais vraiment beaucoup d'informations par ce biais-là. Dans les rêves. J'aime beaucoup Carl Gustav Jung, hein. D'ailleurs, je porte le même nom. Et Je n'ai oui, c'est pas de, vrai. voilà, je n'ai Quel pas patronyme. de lien biologique, hein, même si je suis née pas loin effectivement de lui, mais j'ai un lien plutôt spirituel parce que c'était aussi un hypersensible. À l'époque, on en parlait moins, on mettait peut-être pas justement l'étiquette, mais il y a toute cette science en fait des rêves qui m'a beaucoup parlé et j'avais vraiment beaucoup d'informations. Donc oui, j'ai fait de mon côté des expériences. De perception prémonitoire, de perception en fait extrasensorielle. Enfant, je faisais, alors le mot qu'on mettrait aujourd'hui, c'est des voyages astraux, c'est-à-dire effectivement des sorties hors du corps, mais simplement tu t'en rappelles quoi. Je veux dire, tu sais qu'à un moment, c'est une partie de ton corps en fait astral qui a voyagé et qui est parti. Et donc, en fait, ça, c'est enfant. Mais je pense pareil qu'il y a beaucoup d'enfants qui font ce type de voyage ou qui ont ce type de perception. Des fois, on a le fameux voile de l'oubli, donc on se rappelle plus, ou on se coupe avec l'âge de raison, des fois, de tout ça. Mais c'était des choses, voilà, qui m'habitaient enfant. J'avais aussi enfant des perceptions au niveau des couleurs, par exemple, sur les dessins que je faisais. Je me rappelle bah, de maîtresses d'école qui me disaient, mais non, mais en fait, là, attends, un arbre, il est brun. Le tronc, il est brun. Moi, je voyais du doré, je voyais d'autres couleurs, je voyais, voilà, et je dessinais ça. Donc, euh, donc en fait, voilà, c'est encore une fois, je pense qu'on a tous cette sensibilité-là. Parfois, on s'en coupe, parfois, on a envie de la développer plus. Donc, ça dépend. Je pense ensuite, il y a le libre arbitre de chacun. Mais ce serait très long de raconter toutes mes expériences. Je pense que j'en aurais plein d'autres en fait à donner. Là, Ouais, mais tu j'en vois, ai quelques-unes. déjà dans ce que tu dis, enfin, je reprends ta phrase, tout part de notre perception du monde. Ouais, Et finalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. ouais, Les ultraviolets, les infrarouges, ben, on les perçoit pas et pourtant ils existent. Donc c'est exactement. un peu ça. Puis j'aime bien aussi ta métaphore de la radio et je la rapproche de l'histoire de ta maîtresse qui t'a dit un arbre c'est vert ou le tronc c'est marron. C'est un Ouais, peu comme si finalement, sur toutes les ondes radio possibles, toi, tu percevais des choses et on venait te dire, bah non, il y a France Inter, complètement. BFM, et j'en sais rien, c'est une radio, France Info, et puis RTL, et c'est Complètement. tout, il n'y a pas autre chose. Et Complètement. toi, tu dis, bah c'est bizarre C'est parce que clair. Ouais, je perçois d'autres radios, et puis c'est on te dit, ça. non, non, il y a France Inter, Ça. RTL, Exactement. et puis France Culture. Et donc, toi, tu viens finalement dire, bah oui, ensemble, on peut tourner le bouton et aller voir Voilà, s'il y a d'autres choses, parce que oui, il y a d'autres choses qui peuvent exister et c'est OK, exactement. et vous avez le droit d'écouter d'autres radios. Et là, la personne, finalement, au cours de l'accompagnement, elle peut réussir à trouver sa longueur d'onde et à l'entendre sans grésillement, sans friture sur la ligne. Oui, Et oui, c'est ça la reconnexion à soi, finalement. c'est ça. Et souvent, cette hypersensibilité, hein, derrière ce qui se cache, en fait, c'est des mécanismes de survie et d'hypervigilance. Et de On sait suradaptation, oui. voilà, Là, qu'il y tu a vas une partie accepter. innée, qui est certainement, là, il y a des études effectivement scientifiques qui tendent à montrer qu'il y a effectivement des transmissions dans les familles, hein. Donc souvent, on a une personne, des fois, ça peut être les parents directement, mais ça peut sauter des générations qui ont des caractéristiques similaires.
mais il y a une grande part qui est liée à notre histoire de vie. Et donc souvent, quand des personnes me disent, mais en fait, moi, je subis les choses, mais c'est pas possible, je fais rien, ça vient à moi. Ouais, mais en fait, non, c'est qu'à un moment donné, elles ont elles-mêmes développé ce mécanisme d'hypervigilance qui les fait pour se protéger, en fait, finalement. Finalement, ressentir plein de choses. Mais c'est là où justement il y a à reprendre effectivement sa souveraineté parce que là-dessus en fait on a la main. Et de se dire par exemple mais moi je capte tout ce que les gens ressentent, etc. Et d'aller effectivement des fois jusqu'à ces capacités dites médiumniques dont je parlais tout à l'heure, c'est voir la part de soi qui va justement avoir envie d'aller capter, mais c'est pas maîtrisé en fait. Parce que l'intuition, c'est une fenêtre qu'on ouvre en fait. C'est pas comme une fissure où on va faire rentrer des choses un peu par la force des choses. Enfin, c'est deux façons vraiment de voir et effectivement, c'est retrouver un peu la maîtrise sur ces sensations et sur ces informations. Tout à fait. La différence entre une fissure et une fenêtre, c'est que la fenêtre, elle a un mécanisme d'ouverture et de Ouais, fermeture et que ouais, donc on peut choisir ouais, de l'ouvrir ou de la garder fermée. Et donc ça parle aussi finalement d'instaurer ou de restaurer des frontières ouais. personnelles entre soi et les autres, entre soi et le monde, Oui, pour protéger son royaume intérieur. tout à fait, Ouais. tout à fait. Ok, ben on arrive bientôt à la fin de notre entretien. On pourrait continuer pendant 1 heure, je pense, voire deux. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, que finalement tu donnes l'opportunité aux personnes de faire un pas de côté pour regarder leur histoire différemment. Et ça, bah, ça résonne avec mon approche narrative, hein, qui est aussi de regarder l'histoire dominante de sa vie différemment pour trouver des histoires alternatives ou changer la narrative, c'est-à-dire se raconter des histoires différentes et choisir l'histoire qu'on a envie de vivre. Et du coup, quand maintenant qu'on se connaît, que tu observes nos parcours respectifs, nos approches aussi, qu'est-ce qui te semble nous relier dans nos façons d'accompagner? Bah, je pense qu'il y a vraiment ce côté, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs aspects, mais ce pont dans le symbolisme, c'est-à-dire effectivement d'arriver à un moment donné à se mettre peut-être en position d'observateur, à voir les choses en fait sous un autre angle, avec des outils différents, des approches différentes, et aussi ben, ce côté, ce que j'ai aussi capté de ton parcours, c'est de retrouver ce côté imaginaire en soi. Donc est-ce que c'est pas justement aussi cette part peut-être d'enfant qu'on a oublié. Je me posais la question, Mhm. tu vois, parce que pour moi, l'enfant, bah, il sait plein de choses. Il a ce côté justement très intuitif, très sensible. Très joueur aussi avec la vie. Il est dans le jeu JEU, il n'est pas dans le jeu encore JE très conventionnel, comme on aimerait, tout lisse, etc. Donc, et aussi dans ton énergie, il y a beaucoup de choses, effectivement, dans ce côté très ludique, se retrouver par le plaisir, par la joie, par l'art aussi, par L'enthousiasme, le oui, côté oui. créatif, le côté voilà, artistique. Donc, en fait, il y a aussi ça, finalement, entre nous, j'ai l'impression dans les approches. Et oui, ce grand point commun de ne plus subir son histoire, mais reprendre les rênes de ce qui nous arrive. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, mais peut-être que tu as un point de vue complémentaire là-dessus. Et que... Non, franchement, je trouve effectivement que c'est tout à fait juste ce que tu dis. Et puis il y a aussi le fait, à mon avis, de mettre de la créativité dans la manière d'accompagner et de toujours, de jamais s'arrêter et de toujours Ouais, continuer à explorer, à venir alimenter parce qu'on découvre à l'extérieur ce qu'on propose comme accompagnement, à créer ses propres outils aussi. oui. Voilà, moi je vois que tu as plusieurs accompagnements. Ben, j'aimerais bien savoir, par exemple, voilà, est-ce que toi tu t'arrêtes là ou est-ce que tu as toujours envie d'aller créer un nouvel accompagnement? Quand tu dis je m'arrête là, c'est-à-dire aujourd'hui, là, Oui, dans... l'offre que tu as, voilà, tu dis, ça Ouais. y est, j'ai trouvé mes offres et puis j'en bouge plus. Ben, ce qui va me permettre de savoir, mon indicateur, ça va être la joie, justement. C'est-à-dire, tant que je vais ressentir l'élan, la joie de proposer ça aux personnes, que je rencontre un écho et je sens que je peux vraiment amener des choses, je continuerai. Après, pour moi, je me connais suffisamment pour savoir que rien n'est figé, que je peux aussi bah, changer des fois de point de vue, de façon de faire. Parce que bah, mon expérience, mes connaissances évoluent, je me forme aussi en continu, je remets en question mes outils. Mes clients me servent aussi pour avoir des retours d'expérience et améliorer les process.
Donc en fait, j'ai un cadre, j'ai une orientation, une direction qui est co-créée avec les personnes, mais à l'intérieur de ce cadre, en fait, je me laisse libre. Donc pour l'instant, effectivement, bah, j'ai ces accompagnements à la fois sur l'être et sur le faire. Pour moi, qui se combinent, qui se complètent. Des fois, des personnes, elles viennent par rapport à des problématiques au niveau du travail, les bilans de compétences ou faire émerger un projet professionnel. C'est une première voie d'entrée. Puis en fait, on se rend compte que, OK, il y a peut-être des freins plus personnels à aller visiter. Et dans ce cas-là, on va compléter avec des approches effectivement plutôt sur l'être. Ou vice-versa. Je dirais après, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est juste une question de par quelle porte d'entrée finalement on y va, mais ça se complète. Et ensuite, ben, j'espère fortement continuer toujours à apprendre, à chercher, je pense qu'on n'a jamais fini et c'est ça qui me passionne tellement dans ce métier sur la Mm. nature humaine, la psychologie, le fonctionnement du cerveau et peut-être à amener ensuite un jour d'autres propositions, peut-être dans la même veine ou pas. J'ai aussi envie aujourd'hui de retourner sur des accompagnements collectifs qui ont toujours été là depuis mon parcours, le début, mais là aussi, peut-être de faire de nouvelles propositions. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu là, fin 2025, dans les valises. J'attends effectivement de voir sous quelle forme je peux les matérialiser pour proposer aussi ça. Mais j'ai à cœur, voilà, d'avoir différents types d'offres, différents types de parcours à la fois pour moi, pour me permettre, ben, dans cette multipotentialité, effectivement, de toujours être dans cet élan, mais aussi pour les personnes, parce que il y a des personnes qui ont envie peut-être de me rencontrer juste sur un atelier en ligne d'1 heure et demie, et ça va déjà leur donner des clés. Il y en a Mm. d'autres qui vont avoir peut-être envie d'approfondir en individuel. Donc, de tout cela, finalement, je pense que ma carte d'accompagnement, elle est assez grande, assez large justement, et tout se Ouais. complète, et en fait, voilà, c'est une question ensuite d'envie et de ce qui résonne pour l'autre. Ouais, chacun peut trouver quelque chose qui lui correspond parce qu'il y a différentes Oui, propositions. oui, Ok, tout à fait. super. Bah, écoute, c'était vraiment passionnant de discuter avec toi. Est-ce que ça te va si on s'arrête là pour aujourd'hui? Ouais, tout à Peut-être fait. qu'on Je on te le refera remercie. encore plus tard, mais Ouais, je pense qu'il y aurait pas beaucoup à échanger. On pourrait parler des heures et c'est génial parce que je sens vraiment bah, ça passe super bien et on est très fluide dans notre échange. Donc merci beaucoup pour la qualité de tes questions et de ton écoute aussi dans cette interview. bah, c'était un grand, grand plaisir. Et je vais réécouter cet échange. Bah, après, on va le publier respectivement sur nos canaux. Mais merci et puis bonne journée à toi, bonne continuation et continue à accompagner avec autant d'enthousiasme, de professionnalisme, de clairvoyance. C'est vraiment une chance pour les personnes qui travaillent avec toi. Bah, merci beaucoup, Mathilde. À bientôt, Valérie. À bientôt.